Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une véritable révolution silencieuse qui est en train de complètement bouleverser le secteur social et médico-social. Pendant très longtemps, l'accompagnement s'est construit sur un modèle hyper protecteur, très axé sur l'assistance, où l'institution décidait à la place de la personne de ce qui était bon pour elle. Mais aujourd'hui, le paradigme a changé. On passe de l'assistance à l'action. On va décortiquer ensemble ce fameux concept d'autodétermination, regarder d'où il vient, psychologiquement et légalement, et surtout, voir ce qu'il exige concrètement des professionnels sur le terrain. Au menu aujourd'hui, on commence par définir ce qu'est réellement l'autodétermination, avant de passer à ses fondements théoriques, l'évolution de la loi, la fameuse charte des droits, et enfin la nouvelle posture professionnelle que ça implique. Allez, c'est parti. Première étape, qu'est-ce que l'autodétermination? Dissipons tout de suite quelques mythes. Avant même de regarder la théorie, il faut être très clair sur un point. L'autodétermination, ce n'est absolument pas une liberté totale où chacun fait n'importe quoi au mépris des autres. Étymologiquement parlant, c'est « moi qui décide ». La Haute Autorité de Santé l'a définit d'ailleurs comme la compétence à faire des choix relatifs à sa propre qualité de vie, que ce soit pour se fixer des objectifs ou défendre son point de vue. Ce n'est pas faire tout ce qui nous passe par la tête, c'est décider tout en respectant les règles de la société. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'on se débrouille seul. Ça nécessite au contraire le soutien constant des professionnels pour créer ces occasions de choisir, et même garantir le droit à l'erreur. Chapitre 2, les fondements théoriques. Jetons un œil à l'architecture psychologique derrière ce concept. L'autodétermination n'est pas qu'une simple revendication militante, c'est un besoin humain fondamental. Dès les années 80, Deci et Ryan ont démontré que chaque être humain possède 3 besoins psychologiques innés. D'abord l'autonomie, le fait d'agir en accord avec ses propres valeurs. Ensuite l'appartenance sociale, ce besoin vital de se sentir connecté aux autres. Et enfin le sentiment de compétence, le besoin de maîtriser son environnement. La mécanique est frappante. Un environnement qui nourrit ces 3 besoins va favoriser l'épanouissement. A l'inverse, si on les bloque, on génère de la passivité et du mal-être. Ce qui est vraiment intéressant avec ce modèle tripartite d'Abery et Stancliffe, c'est la nuance qu'il apporte. L'autodétermination, ce n'est pas l'obligation de tout contrôler en permanence. Une personne peut très bien décider de déléguer certains aspects de sa vie. La vraie réussite, c'est quand il y a un alignement parfait entre le contrôle qu'une personne désire avoir et le contrôle qu'elle exerce réellement, dans les domaines qui ont du sens pour elle. Pour rendre ça encore plus fonctionnel, Wehmeyer a identifié 4 grandes caractéristiques du comportement autodéterminé. La première, c'est l'autonomie comportementale. C'est la base de la base. C'est tout simplement la capacité à faire un choix, à l'exprimer et à se mettre en action sans subir une pression extérieure excessive. Ensuite vient l'autorégulation, parce que faire un choix c'est bien, mais il faut s'adapter à la réalité. L'autorégulation, c'est cette capacité à examiner les résultats de son action et si le résultat n'est pas celui espéré, à changer de plan. Bref, c'est l'apprentissage par l'expérience. Le troisième pilier, c'est l'empowerment psychologique, ou le développement du pouvoir d'agir. C'est le déclic. La personne prend conscience de ses propres capacités, elle identifie ses forces et elle apprend de ses échecs pour se fixer des objectifs réalisables. C'est vraiment là que se construit la confiance en soi. Et pour couronner le tout, l'autoréalisation. C'est la synthèse des 3 étapes précédentes. En passant par l'autonomie, l'autorégulation et l'empowerment, la personne atteint une connaissance profonde d'elle-même, de ses limites et de ses désirs. Voilà à quoi ressemble le profil complet de l'autodétermination. Chapitre 3. L'évolution législative et le grand tournant du droit français. Voyons comment toutes ces théories ont fini par imprégner la loi. En 1975, on posait les bases de l'intégration, mais on restait très ancré dans une logique d'assistance. Le véritable séisme, c'est la fameuse loi de 2002. C'est une rupture totale, l'usager est enfin placé au centre du dispositif. Ensuite, la loi de 2005 consolide tout ça avec le droit à la compensation et fait du projet de vie la clé de voûte de l'accompagnement. Et ça ne s'arrête pas là. Récemment, entre 2019 et 2022, on a redonné le droit de vote aux majeurs sous tutelle. Et on a même créé des fonctions de facilitateurs de choix de vie au sein des communautés 360. Ce qui nous amène à notre 4e partie, la charte des droits, l'outil pour garantir ce pouvoir d'agir. Pour protéger tout ça, la loi de 2002 a créé un outil juridique incontournable, la Charte des droits et libertés de la personne accueillie. Son article 4 est très clair. Il garantit le libre choix, exige que le consentement éclairé soit activement recherché par tous les moyens possibles et impose la participation directe de la personne à son projet. Autrement dit, ce n'est plus une option pour les professionnels, c'est une obligation légale. 5e et dernière partie, la nouvelle posture professionnelle. Comment passer de la protection à la coopération? C'est ici qu'on touche au point crucial. On assiste à un véritable choc des cultures. L'ancienne posture, c'était « je fais pour l'autre, j'assure la sécurité maximale et je fuis le risque ». La nouvelle posture, elle, exige de soutenir les choix, d'accepter une prise de risque mesurée et surtout de renoncer à ce qu'on pense être le meilleur pour l'autre. Et c'est exactement ce qu'on évalue aujourd'hui dans une VAE de moniteur éducateur, par exemple.
Dans le livret 2, on attend du candidat qu'il prouve concrètement, pour le premier bloc de compétences, sa capacité à mobiliser l'autodétermination de la personne, même s'il y a un risque. Et pour le deuxième bloc, il doit concevoir des activités basées sur les aspirations de l'usager, pas seulement sur ses besoins. C'est un changement de posture radical qui demande une vraie capacité réflexive. Et honnêtement, cette évolution demande énormément de courage humain. L'auteur Marcel Nuss le formule avec une force incroyable lorsqu'il dit aux professionnels « Osez reconnaître ouvertement vos peurs. Acceptez de négocier, d'avoir tort, de vous remettre en question, de prendre des risques pour respecter les droits et les libertés de ceux qui dépendent de vous. Ouvrez la cage aux oiseaux. » L'autodétermination ne se décrète pas d'un simple coup de baguette magique. Elle se construit dans l'interaction, dans le dialogue et dans ce fameux transfert de pouvoir. Alors que les exigences des diplômes intègrent pleinement cette co-construction, une réflexion finale s'impose à nous tous qui gravitons autour de l'accompagnement. Au quotidien, dans nos actes les plus simples, sommes-nous véritablement prêts à repenser notre rôle, à faire un pas de côté et à ouvrir la cage ?